Stolen Legacy, l'héritage volé de George Granville Mona James. Quand l'Afrique révèle les vraies origines de la philosophie occidentale. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur les origines de la civilisation occidentale soit faux. Que les grands noms de la philosophie grecque, Socrate, Platon, Aristote, n'aient été en réalité que les héritiers d'une sagesse africaine millénaire qu'ils ont fait passer pour leur propre création. C'est exactement ce que révèle George Granville Mona James dans son œuvre révolutionnaire Stolen Legacy publiée en 1954. Ce professeur guyanais américain, né à Georgetown en 1893, n'était pas un provocateur en quête de polémique. Historien rigoureux et chercheur méticuleux, James a consacré des années de sa vie à rassembler les preuves d'une vérité occultée. La philosophie grecque, fondement de notre pensée occidentale, trouve ses racines profondes dans l'Égypte ancienne, cette terre africaine que l'histoire officielle a trop longtemps négligée. Mais comment une telle substitution a-t-elle pu se produire? Et surtout, quelles preuves James apporte-t-il pour étayer cette thèse audacieuse qui remet en question des siècles d'enseignement académique? Le grand vol historique, Alexandre et la bibliothèque d'Alexandrie. L'histoire commence avec l'un des événements les plus dramatiques de l'Antiquité, l'invasion de l'Égypte par Alexandre le Grand en 332 avant notre ère. James démontre que cette conquête ne fut pas seulement militaire, mais également intellectuelle. Lorsqu'Alexandre et ses troupes s'emparèrent de la librairie royale d'Alexandrie, ils mirent la main sur le trésor intellectuel le plus précieux de l'époque, les manuscrits et enseignements du système des mystères égyptiens. Cette bibliothèque n'était pas un simple dépôt de livres. Elle constituait le cœur battant de la sagesse africaine, abritant les textes sacrés des prêtres égyptiens, leurs traités de philosophie, leurs découvertes scientifiques et leurs enseignements spirituels accumulés sur des millénaires. James explique que c'est à partir de ce moment précis que s'amorce le processus de vol intellectuel qui donnera naissance à ce que l'histoire appellera plus tard la philosophie grecque. Mais ce transfert de connaissances ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il s'inscrit dans un processus plus large et plus ancien que James documente avec précision en montrant comment les philosophes grecs avaient déjà, bien avant Alexandre, établi des liens étroits avec l'Égypte. Les pèlerins de la sagesse, quand les Grecs venaient apprendre en Afrique. L'une des révélations les plus saisissantes du livre de James concerne les voyages d'études des grands philosophes grecs en Égypte. Contrairement à l'image d'Épinal qui présente ses penseurs comme des génies spontanés sortis du néant grec, James démontre qu'ils étaient en réalité des étudiants assidus des maîtres africains. Prenons l'exemple de Thalès, souvent présenté comme le père de la philosophie grecque. James révèle que Thalès a passé plusieurs années en Égypte, étudiant auprès des prêtres de Memphis et d'Héliopolis. Ce n'est qu'après cette formation qu'il développa ses théories sur l'eau comme principe de toute chose. Une conception qui, comme le montre l'auteur, existait dans les enseignements du système des mystères égyptiens depuis des siècles. Pythagore, célèbre pour son théorème mathématique, présente un cas encore plus frappant. James cite les sources antiques qui attestent qu'il vécut 22 années en Égypte, initié au mystère d'Isis et d'Osiris. Le fameux théorème de Pythagore? Les preuves archéologiques montrent qu'il était connu et utilisé par les mathématiciens égyptiens bien avant la naissance du philosophe grec. Quant à Platon, James révèle qu'il séjourna 13 années en Égypte étudiant dans les temples de Memphis et d'Héliopolis. Sa célèbre allégorie de la caverne? Elle trouve son origine dans les rituels initiatiques du système des mystères égyptiens où les candidats étaient symboliquement conduits de l'obscurité vers la lumière de la connaissance. Le système des mystères égyptiens, la vraie source de la sagesse. Au cœur de la démonstration de James se trouve une analyse approfondie de ce qu'il appelle le système des mystères égyptiens. Cette institution millénaire, bien antérieure à l'émergence de la Grèce comme puissance culturelle, constituait un véritable système éducatif et philosophique d'une sophistication remarquable. James explique que ce système n'était pas une simple religion, mais une synthèse complète de connaissances englobant la philosophie, les sciences, les mathématiques, l'astronomie, la médecine et les arts. Les prêtres égyptiens, gardiens de ce savoir, avaient développé des concepts philosophiques d'une profondeur extraordinaire, bien des siècles avant que les premiers philosophes grecs ne voient le jour. L'auteur détaille comment ce système reposait sur des principes fondamentaux qui se retrouveront plus tard sous des noms différents dans la philosophie grecque. Le concept de l'un et du multiple attribué à Platon existait déjà dans la cosmogonie égyptienne sous la forme d'Atoum, le créateur unique qui engendre la multiplicité des êtres. La dialectique socratique trouve son antécédent dans les méthodes d'enseignement des prêtres égyptiens qui utilisaient le questionnement et le dialogue pour guider leurs disciples vers la vérité. James montre également comment les vertus cardinales, sagesse, courage, tempérance et justice, célébrées par Platon dans sa République, étaient déjà au centre de l'éthique égyptienne ancienne, incarnée par la déesse Maat et son système de jugement moral. Les preuves textuelles, quand les sources antiques parlent.
L'une des forces majeures du travail de James réside dans sa méthode rigoureusement documentaire. Loin de se contenter d'affirmations gratuites, il s'appuie sur les témoignages des auteurs antiques eux-mêmes, y compris grecs, pour étayer sa thèse. Il cite abondamment Hérodote, surnommé le père de l'histoire, qui écrivait sans ambiguïté que les Grecs avaient emprunté leurs dieux, leurs rituels et une grande partie de leur sagesse aux Égyptiens. Hérodote affirmait notamment « Presque tous les noms des dieux en Grèce sont venus d'Égypte ». James fait également référence à Diogène Laërcée, biographe antique des philosophes, qui rapporte des séjours d'études de nombreux penseurs grecs en Égypte. Ces témoignages, longtemps négligés ou minimisés par l'historiographie occidentale, prennent une dimension nouvelle dans l'analyse de James. L'auteur souligne un fait troublant. Comment des philosophes réputés purement grecs pouvaient-ils développer des systèmes de pensée si sophistiqués, sans formation préalable, dans la Grèce qui sortait à peine de ce que les historiens appellent les siècles obscurs? La réponse, selon James, réside précisément dans leur formation égyptienne, soigneusement occultée par les récits postérieurs. La persécution des innovateurs, quand la nouveauté révèle l'emprunt. James apporte un éclairage particulièrement révélateur sur un phénomène longtemps inexpliqué. Pourquoi tant de philosophes grecs furent-ils persécutés par leurs concitoyens? Anaxagore, Socrate, Aristote, tous furent accusés d'impiété et de corruption de la jeunesse. Mais pourquoi? L'auteur démontre que ces persécutions s'expliquent parfaitement si l'on comprend que ces hommes introduisaient en Grèce des enseignements étrangers venus d'Égypte. Leurs contemporains grecs percevaient bien que ces innovations philosophiques n'étaient pas grecques d'origine, d'où leur rejet et leur hostilité. Le procès de Socrate devient ainsi paradigmatique. L'accusation qui est portée contre lui: tu commets un crime en ne croyant pas aux dieux de la cité et en introduisant d'autres divinités nouvelles. Cette accusation prend tout son sens quand on réalise qu'il tentait d'implanter en Grèce des concepts religieux et philosophiques égyptiens. James établit un parallèle saisissant. Si ces enseignements avaient été authentiquement grecs, pourquoi aurait-il provoqué une telle opposition de la part des Grecs eux-mêmes? Cette contradiction, longtemps passée sous silence, trouve sa résolution dans la thèse de l'auteur. Les correspondances doctrinales, quand les détails révèlent la filiation. L'analyse comparative menée par James entre les enseignements égyptiens et grecs révèle des correspondances si précises qu'elles ne peuvent relever du hasard. L'auteur examine point par point les principales doctrines philosophiques et montre leurs antécédents égyptiens. La thèse atomique de Démocrite, par exemple, présente des similitudes frappantes avec la cosmogonie d'Héliopolis, où l'univers naît de la division primordiale d'atomes. Les atomes de feu d'Héraclite correspondent aux enseignements des prêtres égyptiens sur le feu créateur, principe dynamique de l'univers. James s'attarde particulièrement sur la philosophie platonicienne, montrant comment chaque concept majeur trouve son pendant dans la sagesse égyptienne. Le monde des idées de Platon reflète la conception égyptienne des archétypes divins. La tripartition de l'âme, la raison, le courage, le désir, correspond aux trois aspects de l'être humain dans l'anthropologie égyptienne. Même la métempsychose, la transmigration des âmes, était un concept central dans les mystères d'Osiris. L'auteur ne se contente pas d'établir ces parallèles, il démontre l'antériorité chronologique de la version égyptienne, s'appuyant sur des textes et des documents datés avec précision. Les textes des pyramides, les plus anciens écrits religieux de l'humanité, contiennent déjà des formulations philosophiques que l'on retrouvera des siècles plus tard dans les dialogues de Platon. L'appropriation culturelle, mécanisme d'une substitution historique. James analyse avec finesse les mécanismes par lesquels cette appropriation culturelle s'est opérée. Il montre comment les conquêtes d'Alexandre ont créé les conditions propices à un transfert massif de connaissances, mais aussi comment ce transfert a été progressivement transformé en substitution. L'hellénisation forcée du monde méditerranéen sous les successeurs d'Alexandre a entraîné une réécriture de l'histoire. Les enseignements égyptiens traduits en grec ont peu à peu perdu leur attribution originelle. Les noms des maîtres égyptiens ont été effacés, remplacés par ceux de leurs disciples grecs. Cette substitution n'était pas nécessairement consciente au départ, explique James, mais elle s'est institutionnalisée avec la montée en puissance de Rome, qui avait tout intérêt à valoriser l'héritage grec plutôt que l'héritage africain. La création du mythe du miracle grec servait les objectifs idéologiques de l'Empire romain, puis plus tard de la civilisation occidentale dans son ensemble. James souligne également le rôle joué par les premiers historiens chrétiens, qui préféraient rattacher les origines de la philosophie à la Grèce païenne, plutôt qu'à l'Égypte trop associée dans leur esprit aux superstitions antiques. Les conséquences contemporaines réparaient une injustice historique. L'auteur ne se contente pas d'une démonstration historique, il analyse les conséquences contemporaines de cette occultation. James écrit en 1954, en pleine époque de décolonisation, et il mesure parfaitement l'enjeu politique de sa démonstration. La négation de l'apport africain à la civilisation mondiale a servi, selon lui, à légitimer des siècles de domination et d'exploitation. En présentant l'Afrique comme un continent sans histoire et sans philosophie, l'Occident a justifié sa mission civilisatrice. Restaurer la vérité historique, c'est donc aussi restaurer la dignité des peuples africains et de leur diaspora.
James montre comment cette falsification historique a des répercussions éducatives durables. Les jeunes Africains et Afro-descendants grandissent en apprenant que leurs ancêtres n'ont rien apporté au patrimoine intellectuel de l'humanité. Cette ignorance de leur propre héritage culturel constitue, selon l'auteur, une forme subtile mais efficace d'aliénation mentale. L'enjeu dépasse la simple correction historique. Il s'agit de reconnaître que l'Afrique n'a pas été seulement réceptrice de civilisation, mais qu'elle en a été l'une des sources premières. Cette reconnaissance change fondamentalement la perspective sur les relations entre l'Afrique et le reste du monde. La résistance académique quand la vérité dérange. James n'ignore pas que sa thèse heurtera de front l'establishment académique de son époque. Il anticipe les résistances et les critiques et y répond par avance avec une argumentation serrée. Il souligne que l'historiographie occidentale s'est construite sur le postulat de la supériorité grecque et que remettre en cause ce postulat équivaut à ébranler tout l'édifice conceptuel de la civilisation occidentale. Les universités, les manuels scolaires, les programmes d'histoire, tout devrait être repensé si sa thèse était acceptée. L'auteur comprend également que sa démonstration touche à des enjeux identitaires profonds. Reconnaître la dette de la Grèce envers l'Égypte, c'est reconnaître la dette de l'Occident envers l'Afrique. C'est admettre que la civilisation occidentale n'est pas pure, mais métissée. Qu'elle doit une part essentielle de sa grandeur à ce continent longtemps méprisé. James prédit que sa thèse sera qualifiée de révisionniste ou de militante. D'ailleurs, il revendique ce caractère militant, mais sur la base d'arguments scientifiques rigoureux. Son militantisme n'est pas idéologique, mais méthodologique. Il s'agit de rendre à César ce qui appartient à César, fût-ce au prix d'une révision douloureuse de certitudes établies. L'héritage de James, une révolution tranquille. En refermant Stolen Legacy, le lecteur mesure l'ampleur de la révolution intellectuelle proposée par George G. James. Au-delà de la simple correction historique, c'est une nouvelle vision du monde qui se dessine, où l'Afrique retrouve sa place légitime dans l'histoire des idées. L'ouvrage de James s'inscrit dans une démarche plus large de réhabilitation de l'histoire africaine, mouvement qui prendra toute son ampleur dans les décennies suivantes. Des chercheurs comme Cheikh Anta Diop prolongeront cette voie, étendant la démonstration à d'autres domaines de la connaissance. Mais l'apport spécifique de James réside dans sa méthode. Plutôt que de construire une histoire africaine parallèle, il montre que l'histoire officielle occidentale elle-même, correctement interprétée, révèle la vérité qu'elle prétend occulter. Les sources grecques et latines lues sans préjugés attestent de la dette de la Grèce envers l'Égypte. Cette approche présente l'avantage de rendre la démonstration plus difficile à réfuter. James ne s'appuie pas sur des documents dits africains que ses détracteurs pourraient suspecter de partialité, mais sur les témoignages même de ceux qui auraient eu intérêt à minimiser l'apport égyptien. Le livre de James pose finalement une question fondamentale. Jusqu'à quel point une civilisation peut-elle s'approprier l'héritage d'une autre sans en reconnaître la source? Et quelles sont les conséquences pour les deux civilisations concernées de cette appropriation non reconnue? En révélant les origines africaines de la philosophie occidentale, George G. James ne cherche pas à diminuer la Grèce, mais à restituer à l'Afrique sa juste place dans l'histoire humaine. Il nous invite à dépasser les clivages raciaux et culturels pour reconnaître que la sagesse, comme la science, n'a pas de frontières, et que les plus grandes réalisations de l'humanité sont souvent le fruit de rencontres et d'échanges entre les peuples. Stolen Legacy demeure ainsi bien plus qu'un livre d'histoire. C'est un plaidoyer pour une vision plus juste et plus complète de notre patrimoine intellectuel commun, où chaque civilisation, africaine, grecque, autre, reçoit la reconnaissance qui lui revient légitimement. Car c'est seulement dans cette reconnaissance mutuelle que l'humanité peut avancer vers un avenir véritablement éclairé.